Bonjour à vous et bienvenue à l'Hôtel de Ville. Je veux vraiment remercier Jean-Christophe Tortora, la tribune, les équipes depuis 10 ans. Bien sûr, Tony Estanguet, tous les élus aussi qui sont là. C'est un grand plaisir et tous les acteurs de ces grandes transformations qu'on essaye ensemble de conduire. Merci d'être là dans cette maison qui est la vôtre. Et alors on dit aussi bonjour à Jean Jouzel, qui Oui. est en direct de la COP28 de Dubaï. Alors il a fait la gentillesse de consacrer une partie de sa journée à ce forum zéro carbone, donc merci à lui. Alors, donc, Anne Hidalgo, vous revenez de la COP28 de Dubaï, et pour la première fois, la toute première fois, les villes étaient sont partie prenante de la conférence des Nations Unies pour le climat, avec pour la première fois un sommet sur l'action locale pour le climat. Donc vous y êtes allés. C'était important que la voix des villes soit enfin entendue dans une conférence des Nations Unies. Oui, bien sûr, et j'étais avec Dan Lert, mon adjoint qui porte le plan climat, qu'il a travaillé et qu'on va présenter aussi au Conseil de Paris la semaine prochaine. Très important parce qu'en 2015, quand il y a la COP 21, la COP de Paris, on se réunit ici, d'ailleurs dans ces salons, dans cette salle, il y avait 1000 maires. 1000 maires du monde entier qui se réunissent pour dire il faut écouter la voix des villes, pas pour le plaisir de nous écouter, mais parce que nous sommes les lieux où l'essentiel des émissions sont produites, mais là où il y a aussi des solutions, une capacité à accélérer les résultats pour réduire l'empreinte carbone, sortir des énergies fossiles, etc. Et on a porté ce plaidoyer, je l'ai porté en tant que maire de Paris et avec plusieurs réseaux de villes, pour que ça soit entendu. Il y a quelques années, ça a commencé à bouger. Du côté des Nations Unies d'abord, parce qu'évidemment, quand on voit le blocage de beaucoup d'États qui parlent, ou qui parlent même pas, mais qui ne font pas grand-chose, du côté des Nations Unies, ils ont bien vu que les villes, elles étaient engagées. On a créé des coalitions. Le C40, que j'ai présidé pendant 3 ans, qui est le réseau des plus grandes métropoles du monde. Le GICOM, qui regroupe 12 000 maires à travers toute la planète. L'Association internationale des maires francophones que je préside, qui comprend plus de 300 maires, dont beaucoup de maires des grandes villes africaines. Et nous nous sommes mobilisés. Et du côté des Nations Unies, ils ont vu que quand même, nous étions ceux qui étions à l'avant-garde et volontaires pour des solutions et pour la transition écologique. Et donc, ça a mis du temps. Mais dernièrement, et Mike Bloomberg a beaucoup œuvré aussi pour convaincre notamment le président de la COP28 d'ouvrir la COP28 aux villes. Nous y étions. Et ça a apporté quelque chose de nouveau. D'abord, un jeu d'acteurs nouveau. Ça ne révolutionne pas tout, mais un jeu d'acteurs nouveau dans lequel il y a des acteurs très engagés, très engagés, et en fait, où tous les maires, quels que soient des démocrates quand même, tous les maires qui sont là conjuguent enjeux écologiques, enjeux sociaux et démocratie, tous. Et donc ça fait du bien de porter ça. Est-ce que ça change le résultat de la COP? Je ne sais pas. Mais on va demander à Jean Jouzel, justement. Juste peut-être un mot, puisque Jean Jouzel, que j'apprécie énormément et qui est vraiment un grand inspirateur, le GIEC, pour la première fois aussi, va consacrer un travail et un rapport sur les villes. C'est un chercheur de Singapour qui va piloter ce groupe-là. On l'a rencontré avec Dan Lert et mon équipe. Et c'est aussi une très bonne chose parce qu'on va renseigner scientifiquement l'impact des villes, à la fois dans ce qu'elles émettent et la production et de pollution et de carbone qui est la nôtre, mais aussi dans les actions qu'on mène. Voilà. Alors, Jean Jouzel, on est aujourd'hui à J+6 de la COP28. C'est le jour de repos. C'est le jour où on reprend un peu, où les négociateurs commencent un peu à respirer. Un jour, et puis on repart. Qu'est-ce que vous feriez déjà comme premier bilan à ce moment-là, aujourd'hui, jeudi? Oui, bonjour Frédéric Kemener, bonjour chère Anne, cher Tony Estanguet, cher Jean-Christophe Costora, et bonjour à tous et à toutes. Oui, bon, le bilan en première semaine est toujours assez mitigé parce que
eh bien, disons, les négociateurs ne font pas de concession la première semaine, mais ils préparent plus de travail pour cette seconde semaine qui va commencer dans ce cas-là demain. Mais il y a quand même eu une bonne nouvelle, c'est bien sûr qui a été annoncée dès le départ, c'est la mise en place effective du fonds pertes et préjudices, et ça a été, disons, vraiment décidé le premier jour, et c'est très bien. Mais maintenant, tout le problème va tourner autour de ce que nous discutons aujourd'hui. C'est important pour les Jeux Olympiques de Paris, c'est important au niveau planétaire. Est-ce qu'on va ou non parler de la fin des fossiles dans la décision finale, dans l'accord final? Et c'est cela qui va être important maintenant. Et voilà, il y a différentes formulations, mais visiblement, il n'y a pas encore accord sur cette possibilité que soit enfin dite la réalité de la nécessité de la fin des fossiles. Et c'est cela qui va être au cœur, je crois, qui va dire le succès ou l'échec de cette COP. En tout cas, c'est le sentiment que nous avons ici. Mais la COP avance, je dirais, normalement par rapport aux autres COP que j'ai vécues. Et merci à Anne d'avoir souligné le fait que eh bien, le GIEC prend ces problèmes des villes à bras-le-corps. Ça date quand même pourquoi, Jean Jouzel, pourquoi il faut prendre le problème des villes à bras-le-corps? Les chiffres sont là. Disons, c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 70% de la consommation d'énergie. En 2050, la population des métropoles aura doublé par rapport à aujourd'hui. On a peut-être 3 milliards d'habitants sur cette planète. Dans les métropoles, on aura probablement 6 milliards en 2050. Et la seule construction de ces villes, si nous prenons attention, disons, si nous construisons comme des villes d'aujourd'hui, eh bien, pourrait nous ajouter un demi-degré supplémentaire. C'est quelque chose auquel il faut penser. Donc effectivement, les villes vont être au cœur de cet objectif neutralité carbone, c'est très clair. Et alors, on s'en souvient, quand Donald Trump décide de quitter l'accord de Paris, les villes américaines résistent. Est-ce que c'est aussi une forme de garantie, d'assurance, le fait que les villes s'engagent et pas seulement les États, les situations politiques peuvent changer? Bien sûr, et c'est vrai qu'en 2017, quand Donald Trump annonce la sortie de l'accord de Paris, les villes américaines, à ce moment-là, je suis présidente du C40, les villes américaines, Bloomberg aussi, tout ce monde-là se réunit. Bloomberg décide de mettre à l'ONU les moyens que les États-Unis ont supprimés sur le climat. Et les villes s'organisent. Je me souviens d'un grand sommet qu'on avait fait à San Francisco où c'est la résistance. La résistance, et les villes disent, il sort de l'accord de Paris, nous, on continue. Et donc, ça a été quand même un moment fort qui a montré que les villes, dans leur coalition, partout sur la planète, parce que bien sûr, ils ont fait cette résistance aux États-Unis, mais nous, on les soutenait partout sur la planète. Ça a permis de continuer à marquer des points, et lorsque Biden est arrivé, de reprendre le cours des choses et l'investissement des États-Unis dans la question du climat. Moi, je le dis aussi, les dangers qui pèsent sur les démocraties sont majeurs, et climat, social et démocratie, ça va ensemble. On le voit, il y a un risque très grand en Europe de populisme, d'extrême droite, qui en général porte aussi un climato-scepticisme, une haine de l'écologie, une haine de la démocratie. On voit que c'est en train aujourd'hui de prendre beaucoup d'ampleur. Il y a des coalitions qui sont en train de se former, et notamment aussi au niveau européen. On y travaille. Le maire de Florence, qui a fait une très belle tribune dans Midi Libre cette semaine, les maires italiens savent de quoi ils parlent, quand ils parlent de s'opposer au populisme et au climato-scepticisme. Pareil en Pologne, même si la situation nationale change en Pologne, le maire de Varsovie a été un des grands résistants à cette volonté très populiste de tout miser sur les énergies fossiles et sur le charbon. Donc, il y a ces coalitions de maires parce que le danger est là. Et que la question, c'est, même si le pire n'est jamais certain, comment on fait pour que le pire n'advienne pas? Et je pense que les villes sont aujourd'hui, en tout cas l'observation que je peux faire à travers aussi cette vision plus globale, mondiale, les villes, les grandes villes, souvent, sont ces pôles de résistance. Paris en est un, je le dis très clairement. On est à la fois un endroit de créativité, d'action résolue, et vous le verrez,
vous l'avez vu déjà dans notre bilan, mais avec le plan climat qui arrive et avec l'apport des Jeux olympiques et paralympiques sur la transition écologique. Mais nous sommes aussi un pôle de résistance. Et alors, Jean Jouzel, l'essentiel aussi, c'est... Alors, je ne vous vois plus, mais je crois que vous êtes encore là. Je suis là. Oui. Vous êtes là. L'essentiel, c'est l'adaptation. Alors, moi, je lisais des chiffres, 2,3 degrés en plus déjà à Paris, au-delà du seuil industriel, du début de l'industrialisation. Oui, ça, c'est pour 2030. Ce sont effectivement les projections du Haut Conseil pour le climat, c'est à horizon 2030 et on dépassera probablement en France les 2 degrés. On a déjà 1,8 degré, entre 1,7 et 1,8 en France par rapport au point industriel. Il y a une amplification sur les continents par rapport à la moyenne, à peu près de 50% en France. Donc oui, et bien sûr, ça se traduit, mais vous le savez bien, disons dans les villes de façon encore plus aiguë à travers les îlots de chaleur. Et voilà, donc c'est très important que les villes s'adaptent. Disons, à la COP, c'est un point qui n'avance pas beaucoup, par exemple, l'adaptation, si on revient à ce qui se passe ici. Et c'est important, il y a beaucoup de discussions sur l'adaptation. Parce que 50 degrés ressentis à Rio de Janeiro, il y a 2 mois à peu près. Oui, exactement. Et bon, moi, je ne sais pas que j'aime bien citer, mais on peut citer aussi ces zones qui deviennent invivables, ces villes qui deviennent invivables. Ça a été le cas de l'Iran, disons, en fin juillet, c'est-à-dire que les températures étaient telles que eh bien, le gouvernement iranien n'a eu d'autre solution que de demander aux Iraniens de rester chez eux. C'était impossible d'avoir une activité quelconque à l'extérieur. Donc on voit bien, et cela, bien sûr, c'est un risque qu'il ne faut pas prendre. Et la seule façon, l'adaptation est importante, mais elle ne sera possible que si on réussit à limiter le réchauffement climatique. C'est ça le message. Il faut mener les 2 de front, Swazig, et bien sûr, l'adaptation est importante, elle est essentielle dans les villes. Il y a des moyens de le faire et il faut vraiment, disons, un peu anticiper. Pour moi, c'est beaucoup d'anticipation, mais je sais que justement, ça se fait à Paris, voilà, dans ce plan, et c'est important de mener de concert adaptation et atténuation. Alors justement, Anne Hidalgo, vous étiez hier dans le 14e arrondissement, vous êtes allé voir l'évolution d'une forêt urbaine. Ce terme a été beaucoup décrié, forêt urbaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que certains disent une forêt, c'est un écosystème, ça ne peut pas se résumer à une parcelle de territoire parisien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliciter ça? Bien sûr, d'abord, agir sur les causes quand même, ce que disait Jean Jouzel. Sortir des énergies fossiles, c'est un engagement qu'on a pris, y compris dans le plan climat, sortir des énergies fossiles à Paris en utilisant tout un mixte énergétique. Parce que si on n'agit pas sur les causes, on sera toujours là à essayer de vider l'océan à la petite cuillère. Et puis adapter. Et l'adaptation, pour nous, elle passe par différents aspects. Le verdissement de la ville et les plantations. Là, dans cette saison d'hiver, qui est la saison des plantations, de maintenant à mars, nous allons planter à Paris 40 000 arbres. Et d'ailleurs, parmi ces arbres, beaucoup de grands arbres, puisqu'on a la chance d'avoir une grande pépinière à côté d'Orly, avec des arbres qui ont une quinzaine d'années qu'on plante. Et nous avons fait tout un travail avec les équipes de la ville, que je veux vraiment remercier, pour identifier où on peut gagner, bien sûr sur la voiture, il n'y a pas d'espace à gagner autrement que sur la voiture dans une ville qui a été vraiment construite autour de la voiture, construite dans les années 60-70. Et donc, des parcelles, celle par exemple du 14e arrondissement hier, c'est la place de Catalogne, 4000 m², qui était une place très minérale. On a travaillé d'ailleurs avec les ayants droit de Beaufil, puisqu'elle avait été conçue par Ricardo Beaufil, et on la transforme en forêt urbaine. 470 arbres plantés dans cette forêt, et c'est un écosystème avec évidemment... Oui, vous défendez ce terme de forêt. Ah bien sûr, les forêts urbaines. Mais vous savez, il y a des gens qui sont d'ailleurs souvent très bien actionnés par les grands lobbies des énergies fossiles, plus tous les climato-sceptiques qui sont parmi les populistes, des gens assez réactionnaires, etc., qui ont décidé de faire de l'écologie, des écologistes, des femmes écologistes et démocrates,
une cible. Une cible de décrédibilisation. Décrédibiliser tout ce qu'on fait. Une forêt urbaine, combien d'articles j'ai lus ces dernières années sur ils ont renoncé aux forêts urbaines, ou alors les forêts urbaines, c'est du domaine du ridicule, etc., etc. Moi, vous savez, ça fait un moment que je connais ça, je trace la route, et quand je sais que la cause est juste, on avance, et j'avance pas toute seule parce que j'ai une équipe formidable autour de moi. Et donc oui, des forêts urbaines. Parce que partout où on peut faire, surtout dans une ville très minérale, il faut faire, redonner la place à la nature. Place de Catalogne, place du Colonel Fabien, devant l'hôtel de ville, sur la place de l'hôtel de ville, après les Jeux, parce qu'on en a besoin pendant les Jeux pour avoir ce grand parvis, mais après les Jeux. Et aussi une autre forêt urbaine qu'on est en train de planter en ce moment avec 2000 arbres, la forêt Charonne, dans le 20e arrondissement, qui sont autant d'espaces de respiration. Mais on fait aussi des plus petits espaces de respiration. Les rues aux écoles, qu'aujourd'hui les Parisiens nous demandent par pétition, ils veulent maintenant, et c'est super, hein, au début, qu'est-ce qu'on s'est moqué de nous, ils veulent tous des rues aux écoles et c'est super bien. Les cours oasis, la transformation qu'on est en train de faire des cours de récréation scolaire en cours oasis plantés, verdis, avec de l'accès à l'eau aussi, et ouvertes sur le quartier, qui nous permettront justement de résister à ces températures qu'on nous annonce. Bon, il y a beaucoup d'autres choses, et bien sûr la baisse de la pollution, parce que si vous faites un cocktail pollution atmosphérique aux particules fines et grosse chaleur, c'est un cocktail mortel, hein, et la pollution atmosphérique, c'est aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Donc là aussi, vous savez, ils pourront se moquer, ils pourront nous critiquer, ils pourront lancer toutes les polémiques qu'ils veulent. On sait que cette cause est juste, qu'on est là à un moment crucial en tant que décideur politique. Si on ne prend pas ces décisions aujourd'hui, si on n'investit pas massivement aujourd'hui, alors les générations qui viennent ne pourront pas vivre ni dans cette ville, ni sur cette planète. Et ça devrait quand même être un motif suffisamment fédérateur pour qu'il n'y ait plus et ces moqueries. Et je remercie vraiment la tribune, hein, de jouer ce jeu depuis longtemps, c'est-à-dire de porter cette ambition et de poser le débat avec ces éléments contradictoires. Évidemment, on doit justifier de ce qu'on fait, mais on doit aussi écouter le pourquoi, le comment et les résultats. Je voulais juste poser une toute dernière question à Jean Jouzel avant qu'il remette le nez dans la COP. Vous pensez quoi, Jean Jouzel? Vous êtes le climatologue le plus renommé en France. On vous interroge très souvent. L'état du débat sur la transition écologique en France, ça vous inspire quoi? Peut-être, je vous demande une réponse courte parce qu'on a plus beaucoup de temps. Très rapidement, ce qui est mis en place au niveau national, la planification écologique est quelque chose qui est tout à fait souhaitable. Mais c'est vrai que je dis souvent, j'ai la crainte que les mesures qui sont proposées actuellement ne soient pas suffisantes pour atteindre l'objectif affiché. C'est quand même disons, la France devrait diminuer d'ici 2030 ses émissions de 5% chaque année. Et c'est pas si simple à faire. Et c'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'il y a vraiment urgence. Donc c'est un message. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez beaucoup parler d'accélération, mais ils doivent être vraiment au cœur de la stratégie, mais pas après-demain, aujourd'hui. Ce sont vraiment disons, notre décennie va être essentielle pour le climat de l'après 2050. Et ça, c'est vraiment un message très clair. Et donc, il faut effectivement accélérer. Mais disons, la stratégie elle-même de planification écologique est certainement un cadre intéressant. Et il serait souhaitable que collectivement, nous atteignions les objectifs qui sont affichés par notre pays. Merci. Et des moyens financiers. Jean Pisani-Ferry parle d'un mur d'investissement. Ce mur d'investissement, il faut absolument le lever. Je prône depuis très longtemps qu'à l'échelle européenne, on considère que l'investissement dans la transition écologique ne soit pas considéré comme de la dette, comme générant de la dette financière, mais au contraire comme résorbant une dette écologique. Je crois qu'il nous faut prendre des mesures majeures pour sortir des énergies fossiles, adapter nos territoires et nos villes
et investir dans la transition écologique. Donc la question des moyens, elle est posée aussi à la COP, elle est posée pour les villes, puisqu'on est en train de travailler aussi sur l'idée de la création d'une banque mondiale des villes pour les villes, qui permettrait d'accélérer la transition et qui ne passerait pas par les États qui souvent bloquent les investissements des villes ou restent dans des logiques un peu trop sensibles à la puissance du lobby des énergies fossiles. Un grand merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup.